Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Allez, c'est parti, on vous embarque pour 52 minutes d'émission. Nous serons ce matin en compagnie d'un photographe breton bourré de talent, Jacques Bonne. Prenant pour sujet les serres du jardin rennais du Tabor, il propose un travail photographique étonnant sur la transparence et le reflet. Vous découvrirez ça dans quelques instants. Tiens, le miroir, justement, eh bien, ça tombe bien puisque le thème retenu ce matin par notre philosophe maison Karl Brozek, c'est la question du jugement et des critiques. Allez, sans oublier sa rubrique cinéma tout à l'heure en fin d'émission, autour du film Mademoiselle de Jonquière. Nous ferons aussi connaissance ce matin avec une autre demoiselle, Marine Barnerias, le nouveau visage de Littoral, votre magazine des gens de mer, qui fait sa rentrée ce dimanche 23 septembre sur France 3 Bretagne. Nouveau visage, nouvelle formule, Marine nous en dira plus dans un instant. À la suite, on ne quittera pas la mer ni les côtes puisque notre guide Pierrick Gaveau nous emmène sur le GR34 pour une randonnée du côté de Pénétin. Et puis en cette rentrée, vous êtes aussi peut-être à la recherche d'un logement. Eh bien, si vous optez pour la location, nous ferons le point sur vos droits et vos obligations avec un avocat, maître Stéphane Bernard. Enfin, Sylvie Denis nous fera découvrir le magnifique domaine de Sucigno dans le Morbihan. Allez, c'est maintenant l'heure de faire un petit point météo, ma chère Catherine. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bon, impeccable. Bon, impeccable. Il fait un peu plus frais, mais regardez. Il y a toujours les gommettes jaunes, mais avec un petit peu de gris quand même. Voilà, donc ce qui nous est passé sur la tête nous est passé et on profitera quand même un peu du beau temps. Bon. Ah ouais, c'est court ce matin. Ouais. Allez. Allez, le soleil, il est sur ce plateau. Vous allez le constater dans quelques instants. Vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Comme je vous le disais dans le sommaire, le soleil est sur ce plateau ce matin. Regardez-moi tous ces visages radieux. Bonjour Karl. Bonjour Laurence. Philosophe, vous nous parlerez tout à l'heure du jugement et des critiques. Oh là là, attention. Philosophe, c'est bien ronflant comme titre. C'est vrai que ça fait un peu pompeux, j'avais envie de vous le dire aussi. J'ai jamais écrit un seul bouquin, donc bon. Pierrick, vous serez notre guide sous le soleil de Pénétin. Marine, petit soleil à vous toute seule. Hein, Ah bah j'en sais rien, mais je suis ravie d'être là en tout cas. Je suis bien entourée. On vous le confirme. Et puis Jacques, pareil, soleil aussi. Vous êtes un photographe rennais de grand talent dont on peut découvrir quelques clichés derrière nous. On avait envie de savoir un petit peu d'où vous venait cette passion, parce qu'il y a toujours des origines vers l'enfance souvent, ou en tout cas l'adolescence. Alors je vous propose de tirer un premier petit papier. On va voir ce qui va sortir. Premier contact avec la photo? Oui. C'était quoi? Je sais pas, j'avais 7-8 ans, 9 ans, je sais plus, 8-9 ans je crois. J'ai été éclaireur, donc scout pendant quelques années, mon enfance notamment. Et le premier contact que j'ai eu avec la photographie, c'était à l'occasion d'un exercice qu'on a, je pense, connu plus ou moins à une époque de l'argentique notamment, c'était le fait de solariser une feuille, un végétal, une feuille sur une feuille de papier photographique, de la solariser et de la développer. C'était le premier souvenir. Je devais 8-9 ans, je pense. Oui, et le premier déclic, sans doute. Oui, vous l'avez fait les uns et les autres, la feuille solarisée? Il me semble que je l'ai fait en travaux pratiques à l'école, mais ça avait un petit peu foiré. Moi, ça ne ressemblait pas à grand-chose à l'art plastique non plus, je pense. Bon, c'est toujours hésitant au début. Hein, il n'y a que chez vous que ça a marché. Hein. Non, je ne sais pas. Le souvenir, c'est un souvenir un peu général. Ce résultat en lui-même, je n'en souviens pas vraiment. Bon. Mais je me souviens de l'ambiance que ça avait généré et ça m'a marqué. Oui. C'était l'euphorie. Allez, vous tirez un deuxième petit papier. On va voir d'où vous vient le deuxième déclic. Et vous allez nous en dire plus sur un artiste. Victor Vasarely. Victor Vasarely. Alors, qui est cet homme? Vous connaissez, Karl? Karl, il connaît tout. Karl, il connaît tout, c'est ça. Karl, il a tout fait. Vous pouvez poser n'importe quelle question, ça fonctionne. Allez-y. Alors, c'est Jacques qui va nous éclairer. Je ne sais pas si j'aurais beaucoup de choses à raconter sur ce monsieur, mais son univers m'a impressionné. C'était à l'occasion d'un grand échiquier de Jacques Chancel. C'était une mission référence. Dans ma génération. et c'était le rendez-vous devant l'émission en famille. Et je ne sais plus quel était l'invité de cette émission. Mais en général, c'était Raymond DeVos ou Barbara Hendricks. C'était souvent Brassens ou autre. C'était un peu toujours les mêmes. C'est vrai. Mais il avait décoré, il avait peint le décor. Au sol, au plafond. Et donc, les gens se déplaçaient dans un univers extrêmement géométrique. Et on avait l'impression de relief, d'effets
Et je trouvais ça magique. Je trouvais ça, enfin, j'étais émerveillé par le travail de ce monsieur-là. Ce qu'on voit là, hein, c'est de l'art optique. C'est de l'art comme optique, ça que ça s'appelle. l'art cinétique. L'art cinétique. Optical art. Ouais. Et il a révolutionné le monde de l'art à cette époque-là. Et c'est lui qui a inventé le sigle Renault, Et c'est oui, vrai? j'osais pas le dire, mais oui, c'est lui qui a créé le sigle Renault. Ah bah comme quoi. Bon. Donc son art, on le côtoie au quotidien, encore maintenant. Et c'est un monsieur qui m'a donné envie de faire un peu de dessin. Je ne sais pas dessiner, mais pendant 10 ans, je me suis un peu essayé à ce qu'il faisait. Et je pense que ça a mis en place un peu ce qui allait suivre par la suite en photographie. Eh ben, ce qu'on découvrira tout à l'heure. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va maintenant retrouver Sylvie Denis pour ce premier week-end d'automne. Elle nous emmène du côté de Sarzeau, sur la presqu'île de Rhuys. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, ce matin je vous emmène dans le Morbihan, très exactement dans la presqu'île de Rhuys, et je vous emmène au-dessus des Souches. C'est une des traductions de Sucigno. On est dans ce domaine qui célèbre cette année son 800e anniversaire entre marais et océan. On ira faire un petit tour du côté de ces marais tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'attacher à l'histoire de ce château. On en trouve trace dans les archives en 1218. De quoi remonter le fil de cette histoire, que moi je ne connais pas, mais que Mathilde connaît par cœur. Vous en avez fait plusieurs fois le tour de ce château, puisque vous êtes guide ici aussi. Tout à fait. Alors, Bonjour. moi j'étais au petit coin, les latrines. Tout à fait. Bon, on commence le matin comme ça. Là, on se trouve dans quelle pièce du château? Alors, on est dans la suite de vos petits coins, puisque nous sommes dans le reste de l'appartement. Nous sommes dans des appartements. Vous voyez une grande fenêtre avec des coups-sièges, une belle cheminée pour avoir chaud. Un appartement basique du château. Alors c'est assez étonnant, ça veut dire que appartement, confort, art de vivre, on n'est donc pas dans un château défensif, hein. Alors, vous avez le vocabulaire architectural d'un bâtiment défensif. Vous avez le crénelage, vous avez les meurtrières, vous avez les archères. On pourrait croire que c'est un château où l'on guerroie. Eh bien, pas du tout. En effet, vous êtes dans un château d'apparat, un château qui est là pour marquer une trace économique surtout. On vous prouve que vous êtes chez quelqu'un avec un bâtiment qui en impose. Non, donc là ce sont les ducs de Bretagne qui parlent et qui disent attention, vous êtes chez moi, C'est ça, c'est moi qui gère l'économie du coin, exactement. donc vous me devez respect. Donc vous me devez respect, je vous mets tout mon argent à travers un très beau bâtiment à la vue. Et donc sachez que vous êtes sur mes terres et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que ce château a été implanté au Moyen-Âge ici, sur ce territoire, entre marais et océan? Alors, bien, le marais et les océans au Moyen-Âge ne sont pas si importants que ça, tant bien même que les marais sont des marais salants, donc oui, très importants. Mais imaginez surtout une presqu'île couverte de forêt, et donc là vous allez avoir du gibier, vous allez pouvoir chasser, et cette forêt va pouvoir être transformée ainsi en terre agraire qui va pouvoir vous permettre d'avoir des rentes assez importantes grâce à ce que vous allez pouvoir développer ici. La Révolution française arrive, évidemment le château tombe un peu en ruine. Il est racheté ensuite, enfin il est passé dans le domaine public en 1965. C'est le département aujourd'hui qui en a la maîtrise. Tout à fait. Et c'est un château qui est ouvert au public, hein. Qui est ouvert 365 jours par an et que je vous conseille très fortement bien entendu de visiter. Ne serait-ce que pour aller faire un tour aussi au logis merveilleux. Déjà, rien qu'avec un nom comme ça, vous verrez, il y a les princesses, il y a Arthur, Il y a tout le monde. il y a à peu près tout le monde, hein. Il y a Voilà. à peu Il près ne tout le manque monde pour que rêver, vous. exactement. Merci Mathilde. On va se retrouver dans un petit instant. On ira justement faire un tour du côté des marais, juste à côté de l'océan, des marais d'ailleurs qui entourent tout le château. Un château avec des douves qui sont en eau. Si c'est pas merveilleux tout ça, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Sylvie, à tout à l'heure, au plaisir de vous retrouver. On va maintenant se pencher vers vous, Karl, philosophe, pour notre émission. On va se pencher sur le regard des autres, difficile d'y échapper. On parle du jugement, des critiques. Oui, difficile d'échapper à ce fameux regard des autres, à ces fameuses critiques, à ces fameux jugements. On se regarde, on se jauge, on se juge, on se critique en permanence. En langage jeune, on appelle ça bitcher. Je bitch, tu bitch. C'est toujours un peu pathétique, le prof de philo qui essaye de parler un peu jeune. En tout cas, on essaye toujours d'avoir un regard innocent sur les autres, sur les choses, et puis on n'y arrive pas. C'est-à-dire que la critique arrive immédiatement. Je regarde quelqu'un, et puis je plaque sur lui une critique, un jugement, tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est que cette veste, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et on a beau essayer de se défaire de ça, on n'arrive jamais à passer au-dessus de ce jugement, de ce regard critique. Pourquoi ? Philosophiquement, ça tient en un mot, en un concept qu'on appelle l'intersubjectivité. Wow. Ouais, L'intersubjectivité. Alors, ça fait un peu peur comme mot. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, l'intersubjectivité, c'est un mot un petit peu compliqué, mais ça reflète un concept qui est finalement assez simple à comprendre. Chacun d'entre nous, nous sommes un sujet.
un sujet pensant. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? C'est une individualité qui se balade un petit peu partout dans le monde et surtout qui a conscience de lui-même. Chacun d'entre nous, nous avons conscience de nous-mêmes, de notre existence, de nos pensées. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Les animaux, par exemple, n'ont qu'une conscience générale de l'espèce. Les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes en tant qu'individus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de leur comportement. Ils sont toujours soumis à leur instinct. Rousseau prend l'exemple du chat. Un chat va peut-être mourir de faim si vous le mettez sur un tas de pommes et que vous ne lui donnez rien d'autre. C'est-à-dire que le chat ne va pas prendre l'initiative de se dire « Tiens, et si je modifiais un peu mon régime alimentaire pour pouvoir survivre ?» Non, une seule façon de faire, une seule façon de se comporter, ce qu'on appelle l'instinct. Nous, les hommes, les êtres humains, on a l'impression que nous sommes totalement libres. On est libre de notre façon de nous habiller, de nous comporter, de nos attitudes, de nos gestes, de notre langage. Oui, la liberté semble totalement illimitée pour l'être humain, mais il y a un seul truc qui cloche, un seul truc qui coince dans la société, c'est le regard des autres. L'enfer, c'est les autres, c'est bien connu. L'enfer, c'est les autres et nous conditionne totalement. Un simple exemple, autour de cette table, quand on s'est levé ce matin, on s'est tous dit, tiens, je vais passer à la télé. Alors on a choisi les vêtements en conséquence, Ça dépend, forcément. ça dépend qui. Alors, ça dépend qui. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'amusent justement à essayer de déjouer les codes vestimentaires de la société, mais j'ai envie de dire, même ça, même le fait de se dire, moi je me fiche totalement du regard des autres et justement je vais aller à rebours de ça, c'est aussi justement voilà, ne pas s'en moquer. C'est Finalement. justement pour s'en moquer, ne pas s'en moquer parce que on s'y attend à ce regard des autres. Donc la société, c'est toujours un jeu de regards croisés. Donc vous pensez que chaque personne a toujours une importance par rapport au regard de l'autre? Disons que oui, tout simplement parce que, comme le disait Jean-Paul Sartre, on en revient sur lui, il disait l'enfer c'est les autres, mais il disait aussi autrui est le médiateur nécessaire entre moi et moi-même. Nous sommes conscients de nous-mêmes, mais nous n'avons pas le recul nécessaire pour pouvoir nous juger. Alors nous allons chercher, dans le regard des autres, ce jugement pour essayer de s'estimer, pour essayer de comprendre un peu mieux qui nous sommes et notre façon de nous comporter. Donc, l'autre est un miroir pour moi, et l'autre est souvent un miroir déformant, puisque chacun d'entre nous, en fait, nous sommes conditionnés par notre passé, par notre éducation, par les valeurs que nous portons. Donc forcément, si je vois quelqu'un en face de moi qui n'a pas exactement les mêmes valeurs vestimentaires, morales, esthétiques, intellectuelles que moi, il y a un décalage, et ce décalage va faire que c'est lui qui a tort et c'est moi qui ai raison. C'est dommage quand même de penser ça, mais ce gap, ce décalage entre moi et autrui est toujours l'occasion d'une critique, d'un jugement, quel qu'il soit. Alors comment y échapper? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Ah Vous, ouais. en tant que philosophe, vous arrivez sûrement à prendre beaucoup de recul. Alors il y a un exercice philosophique, mais je vous préviens, il est un petit peu hard. Dans Alors, l'Antiquité, attention, vous êtes prêts, là? Ouais, attention, il y a une école de pensée qui s'appelle le cynisme. Ah Les ouais. cyniques, c'était des philosophes qui se comportaient, en fait, cynique, ça vient du mot chien, ils se comportaient comme des chiens. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement à rebours des codes de la société, ils voulaient casser les codes de la société. Le cynique le plus connu s'appelait Diogène, vous savez, c'est ce philosophe qui vivait dans un tonneau, qui se baladait avec une lampe allumée en plein jour, juste pour justement passer pour un fou, mais dire aux gens, pourquoi est-ce que je passe pour un fou ? C'est vous qui le pensez ou c'est la société qui vous a appris à le penser? Et Diogène, pour faire partie de ses amis, pour faire partie de ses disciples, il fallait pratiquer un exercice tout simple. Il fallait simplement aller sur la grande place de votre ville ou de votre village, là, le jour où il y a plein de monde, jour de marché par exemple, et vous promener avec un poisson mort en laisse. Vous étiez totalement ridicule, mais ridicule selon les codes de la société. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez lutter contre le jugement, la critique, le ridicule imposé par les autres. Vous allez à votre poissonnerie la plus proche, vous choisissez un beau maquereau bien frais, vous allez acheter une laisse et hop, rendez-vous dans votre centre-ville dès cet après-midi. Ça peut pourquoi être une pas. nouvelle expo photo. C'est pas mal, Je sais pas, l'idée mais du poisson mort. Je ne sais pas, mais ça a peut-être influencé quelques personnes sur le marché des listes de moments. Je ne sais pas. Ça, c'est Vas-y, possible. bon, Pourquoi pas. signalez-nous quand même si vous voyez des poissons morts qui tenus en laisse dans le coin. Voilà, on verra ça. Merci, Karl. Je vous en prie. Puisqu'on parlait de miroir, je reviens vers vous, Jacques Bonne. On va découvrir votre travail photographique autour du reflet et de la transparence. Un travail que vous avez mené dans les serres du jardin rennais du Tabor. Ça vient d'où cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient en fait d'une période de transition dans mon travail de photographe. Je suis ce qu'on appelle un photographe-auteur, c'est-à-dire que je fais un travail personnel. Et je sortais d'une série d'images qui étaient... j'avais été enfermé, c'était un travail très personnel. Et j'avais besoin d'un sujet un peu plus léger, et j'avais un rendez-vous au Tabor, et le rendez-vous était un peu en retard, et je me retrouvais devant les serres avec mon appareil photo. Hasard ou pas, je ne sais pas, mais bon, j'avais mon appareil photo. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça, et c'est au final moi qui étais en retard au rendez-vous.
parce que j'ai tout de suite été captivé par le lieu et par l'atmosphère qui s'en dégageait. Vous voyez, c'est l'absence du regard d'autrui qui a conduit votre regard à se développer vers ça. Sans doute, On est dans la Exactement. perspectivité. Mais, J'espère que vous avez remercié cet ami d'avoir été en mais complètement, il est en première ligne dans les remerciements, bien sûr. Ben oui. Eh bien justement, alors on va s'y rendre dans ces serres du Tabor, cette série photographique due à ce heureux hasard. Nous allons la découvrir grâce à ce reportage de Catherine Carlier et Christophe Rousseau. Le parc du Tabor, au cœur de Rennes, le rendez-vous des peintres et des photographes. Lui a été un visiteur assidu entre 2013 et 2016. Tôt le matin ou tard le soir, il a photographié les serres en toute saison. Les jardiniers du Tabor l'ont vite repéré. Ils étaient plutôt intrigués. C'était le sujet qui me semblait bizarre. C'était prendre plusieurs fois ces baies vitrées qui n'ont avec plus rien à l'intérieur. C'est pas comme si on avait une collection à l'intérieur. Là, on aurait dit, il voit la collection ou il essaie de la prendre de l'extérieur. Là, il y avait quasiment plus rien à l'intérieur. Là, actuellement, derrière moi, il y a un peu plus de plantes qu'il y avait il y a quelques années. Donc c'était intriguant de ce côté-là. On se demandait quel était le centre d'intérêt. Jacques Bonne a décidé de ne pas fuir les reflets, mais au contraire de les apprivoiser. Et les serres du Tabor sont devenues son révélateur. Je découvrais mon lieu de travail à travers le regard de Jacques. Il travaillait avec les transparences et les reflets qu'il pouvait y avoir sur les vitres. Et donc, par ce jeu-là, il jouait avec deux images superposées avec le reflet et la transparence. C'est une espèce de reportage sur un lieu. Il n'y a pas de mise en scène de ma part. Les chaises, elles sont disposées comme elles sont, les bancs aussi, les végétaux sont ce qu'ils sont. Et je n'interviens jamais, en fait. Donc, j'utilise le lieu tel qu'il est. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de superposition d'images, il n'y a pas de logiciel informatique derrière. Tout se fait à la prise de vue. Et je pars du principe que l'image existe à ce moment-là et pas après. Quand il expose dans une galerie, ses photos se font naturellement écho. Et au final, cela devient une balade dans un monde plutôt surréaliste. C'est une image que j'ai faite dans la partie orangerie de la serre, la partie exposition. Et il y avait ce jour-là une exposition de peinture. Donc il y a différents tableaux, il y en a un là et ici. Et j'ai attendu que ce monsieur qui venait dans mon dos, parce que lui est un reflet en fait, j'attendais qu'il se positionne presque à la sortie de l'image et qu'il soit intégré dans un des tableaux ici. Et à la prise de vue, les deux matières se sont superposées et le jardin a pris le dessus sur la peinture exposée. C'est-à-dire que les toiles n'existent plus. Elles sont matérialisées physiquement, mais ce qu'elles représentaient n'existe plus. C'est assez complexe à lire. Donc je peux comprendre que des gens qui viennent dans ma galerie se questionnent et se disent « mais il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe ?» Beaucoup pensent que c'est une superposition, soit Photoshop, soit même argentique en arrêtant la pellicule et en superposant plusieurs prises de vue. Et ils sont sidérés d'apprendre qu'il n'y a juste qu'une photo. Alors à moi ensuite de les guider, de guider leur regard, de parler des fameux 4 plans, derrière, la vitre, l'intérieur, le fond. Et puis ensuite, l'œil s'habitue, on les voit se métamorphoser en regardant la photo. Il y en a qui y arrivent et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui n'y arrivent pas. Alors c'est vrai que c'est étonnant, Jacques Bonne, de se dire qu'il n'y a aucune retouche, aucun montage. Vous l'avez dit dans le reportage, pour vous, la photo se fait à l'instant T, au moment de la prise de vue. Oui, c'est un dixième de seconde, un 125e de seconde. L'image, et c'est beaucoup, c'est long. C'est long et extrêmement court à la fois. Mais c'est le temps qui me permet de raconter quelque chose. Ça vient de votre parcours personnel, cette démarche-là ? Je viens du monde de l'argentique. Ah. Je viens du monde du film argentique, donc j'ai toujours travaillé de cette manière-là et je travaille maintenant. Vous avez tenu un labo photo, oui, je suis passé par les labos photo argentiques pendant longtemps. Et donc voilà, j'ai gardé ce principe de faire l'image et la prise de vue et pas après. Donc je ne sais pas, je ne sais pas faire, je ne sais pas et ça m'intéresse pas. Si je dois passer plus de 5 minutes sur une image, c'est que je considère qu'elle est mauvaise. Donc ça se passe là, c'est l'instant présent qui m'intéresse. L'instant présent. Alors on avait envie, comme ça nous intrigue votre démarche, on avait envie de vous laisser commenter l'une de vos photos. On va essayer de voir un petit peu... voilà, alors celle-ci, je sais que vous l'aimez beaucoup.
Oui, parce qu'en fait, elle a une histoire un peu étonnante parce que. Il y a un homme, j'avais pas vu qu'il y avait un homme derrière. Il y a des surprises, il y a plusieurs... Est-ce que l'appareil photo fait apparaître des choses que l'œil ne peut pas voir? Non, tout ce qui apparaît dans l'image, je l'ai vu. D'accord. Après, les effets de matière, le fait qu'il y ait cette image intérieure et extérieure par le biais du reflet de la transparence, amène des rendus et des nuances qui n'apparaissent pas forcément visuellement quand je fais l'image. Mais cette image, je l'ai faite au printemps, il y a quelques années. Et c'est un des botanistes, le monsieur en chapeau de paille, c'est un des botanistes du Tabor, et qui ne s'est pas du tout rendu compte que je faisais la photo. Et on s'est vu quelques mois ou un an ou deux après, je ne sais plus, à l'occasion d'une présentation de mon travail photographique. Et à la fin, il est venu me voir en me disant « c'est moi sur la photo ». Et on s'est rencontrés, et voilà, donc l'histoire avec lui est un peu particulière parce qu'il est dans l'image et il raconte un moment dans la vie de ce travail-là. Ouais. Alors, on évoquait avec Karl il y a un instant le jugement et les critiques. Quelle est la plus belle remarque qu'on vous ait faite sur votre travail photographique? Est-ce que vous avez eu des retours? Oui, ce ne sont pas des notions qualitatives, c'est plus de l'émotion. Mon travail génère des émotions. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans le regard des gens. Qu'est-ce qu'on vous a dit, le plus beau? Alors, le tout premier, c'est la maman d'un ami qui découvrait mon travail à l'occasion d'une exposition et qui est venu me voir à la fin de la présentation et qui m'a dit, elle se revoyait, c'est une dame d'un certain âge, et qui se revoyait enfant sur les joues de son grand-père. Et elle imaginait, elle revoyait son grand-père jouant avec le bout de sa canne dans les gravillons. Du parc du Tabor. Quand j'ai eu ce retour-là de la part d'une dame, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'image, c'est d'apporter un peu d'émotion, et ce retour-là m'intéresse. Voilà. Ouais. Alors, vous avez sorti récemment un ouvrage photographique de 120 pages, La forme du regard, que vous avez là avec vous. Très, très beau d'ailleurs. Et vous qui avez l'habitude de faire vos propres tirages, là, ça a été du coup un travail collectif. C'était pas trop compliqué à gérer, ça? Non, parce que je savais à qui je m'adressais, donc je me suis entouré de gens qui avaient de réelles compétences, et à partir de là, je me suis laissé guidé, et j'ai fait confiance. Non, il y a eu un peu d'appréhension, ce qui est légitime, parce que lâcher mon travail, c'était nouveau pour moi. Mais après, ça s'est fait assez spontanément. Donc, Et votre ouvrage, on peut le découvrir ce week-end dans les serres du Jardin du Tabor. Vous serez en dédicace ce samedi et ce dimanche de 14h30 à 18h30, c'est bien ça? Oui, samedi et dimanche. Parfait. Vous restez avec nous, Jacques. On va maintenant se tourner vers Marine, qui est votre voisine. Écoutez... bienvenue, Marine, bienvenue. Vous êtes le nouveau visage de l'émission Littoral que l'on retrouvera ce dimanche sur France 3 Bretagne à 12h55. Nouvelle formule donc, mais l'ADN reste le même. On fait la part belle aux passionnés de la mer. Absolument. L'ADN reste la même et c'est très important. Littoral, c'est un magazine sur les gens de mer. C'est pas un magazine sur la mer, donc c'est aussi la différence. Et ce qui prouve aussi l'éternelle rencontre qu'on va avoir avec les gens, puisque chaque personne est unique, comme le disait Karl tout à l'heure. Et c'est un magazine qui touche de près ou de loin à l'univers maritime. Donc ce sont des passionnés, ce sont des entreprises, ça peut être aussi de la cosmétique au stylisme, ça passe par tous les environnements. Et l'objectif, c'est de partager les gens qui sont connectés à l'élément. Un peu comme vous, Jacques, c'est le côté botaniste, et moi, c'est le côté maritime. Voilà. Alors, pour cette émission de rentrée, Marine, vous avez relevé le défi de faire le tour du Japon tout en restant en Bretagne. Vous êtes très forte quand même. Alors, c'est un grand mot, le tour du Japon. Mais écoutez, notre terre, justement, en Bretagne, on est quand même le peuple le plus voyageur au monde. Et les Japonais aussi s'y plaisent en Bretagne, donc ils se sont importés en Bretagne. Et la première émission, justement, qui va se dérouler dimanche prochain à 12h55, justement, sur France 3 Bretagne, on parle des racines japonaises sur nos chères terres bretonnes. Donc c'est une technique de pêche qui s'appelle la technique Ikejime, et je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il va falloir regarder l'émission. Oui, alors justement, on va passer un petit extrait, mais avant ça quand même, vous avez fait un reportage à Concarneau dans une coopérative franco-japonaise. Absolument, donc c'est un petit peu étonnant d'imaginer justement des entreprises avec le capital japonais implanté à Concarneau en Bretagne, mais il s'est avéré que justement les Japonais eux aussi ont envie de faire des sushis façon bretonne, et c'est l'objet de ce sujet. On vous y retrouve tout de suite. Allez, on passe un petit extrait du Littoral qui sera diffusé dimanche à 12h55. Voilà. Première étape,
déjà reconnaître le ventre et le dos d'une bonite. Là, j'ai le ventre, au-dessus, j'ai le dos. Ici, on voit bien C'est pas gagné. Le ventre qui a été découpé ici. Ensuite, c'est la machine qui bosse et qui tranche les filets en copeaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,3 mm. Vous vous rendez compte? À peine plus épais qu'un cheveu. C'est hyper bon. Yuko est japonaise et travaille avec Gwenaël. Dans le respect de la tradition, elle me prépare une authentique soupe nippone à base de katsuobushi, bien sûr. Là, c'est pour préparer 1 litre de bouillon. Ok. Donc, vous mettez tout dedans. Nous, au Japon, on ajoute souvent un petit peu de sauce soja. Ok. On prépare C'est sain, les pauses café, quand même, ici. Et ça donne un petit peu différent. Un apport de sel supplémentaire? Oui. Je bois ça très rapidement, ça. Normalement, c'est pas censé être comme ça. Je me fais des shots de katsuobushi. Allez hop, un shot de bouillon pour Marine. C'est ça votre secret de forme, d'accord, je comprends. La mer, de manière personnelle, pour vous, Marine, ça représente quoi? Des souvenirs d'enfance en Bretagne? Mais écoutez, absolument. Moi, j'ai grandi sur la côte de Granit Rose, à Ploumanac exactement. Donc, ce sont mes racines qui sont là-bas. Ma grand-mère, ma chère grand-mère Rosine, je lui passe le bonjour, y habite depuis toujours. Et moi, voilà, en fait, j'ai pas vraiment d'expérience dans l'univers maritime. Je suis pas une skippeuse, j'ai jamais fait de régate. J'aime énormément, justement, l'élément, la nature. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ans à travers un voyage que j'ai effectué. Et cet élément naturel, je le retrouve à travers ce programme qui permet justement de mettre en avant des profils d'une grande humilité, parce que je trouve que les personnes qui touchent à l'élément maritime, tout simplement à la nature, sont des personnages incroyables qui ont besoin d'être mis en avant. Et donc voilà, donc je vagabonde entre la Normandie, la Bretagne et le Pays de la Loire pour pouvoir partager ces profils très riches et variés qui touchent à l'élément marin. Ah oui, puis vous êtes allé déjà beaucoup plus loin. À 24 ans, vous avez quand même sacrément bourlingué. Qu'est-ce que vous aimez dans le voyage? Ce que j'adore dans le voyage, tout simplement, tout à l'heure, on parlait de regard de l'autre. Je pense que ce que j'ai découvert à travers le voyage, c'est pour apprendre à écouter l'autre, il faut d'abord s'apprendre à s'écouter soi-même. Sinon, on n'arrive pas à écouter ce que les autres nous disent. Et je pense qu'avant, je venais de finir mon école de commerce, j'étais tout feu, tout flamme, j'avais plein de projets plein la tête. Je pense que je grandissais un petit peu à l'extérieur de mon être. Et ce qui s'est passé à travers cette aventure, donc ce long voyage que j'ai fait durant 1 an, il m'a permis tout simplement de me recentrer et de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, pour qu'aujourd'hui, justement, j'essaye du mieux possible pouvoir écouter et pouvoir transmettre de manière la plus authentiquement possible la personnalité des gens que je rencontre. Alors, Littoral, ce magazine, c'est votre visage, bien sûr, vous l'incarnez désormais, mais ce sont aussi des documentaires, et ça vous tient à cœur. Et pour la rentrée, donc, on va proposer un reportage sur l'ikejime, technique de pêche japonaise que vous abordiez tout à l'heure. On peut peut-être regarder un petit extrait. Absolument, notre cher pêcheur Daniel, on y va. Voilà, on retrouve Daniel tout de suite. Tuer un poisson par ikejime a plusieurs intérêts. Tout d'abord, la technique abrège la souffrance de l'animal, une notion qui fait son chemin actuellement. Ensuite, en limitant le stress du poisson et en le vidant de son sang, l'ikejime retarde le processus de dégradation des chairs, qui auront meilleur goût et se conserveront plus longtemps. Reconnu par les grands chefs, le poisson ikejime peut se vendre nettement plus cher qu'un poisson mort par asphyxie. Là, j'ai des vieux poissons là, de ce week-end. Ils ont 5 jours. Et, là, ils sont foutus, mais on va les garder pour les casiers. Mais je vais te montrer surtout que... Tu vois, regarde, un poisson qui a 5 jours, la peau est sèche, mais il n'est pas marqué, puis il est encore ferme. Tu vois, rien. Donc on est mercredi, il a été pêché samedi et il n'y avait plus de glace à partir de dimanche dans le conteneur. Il fait 20 degrés tous les jours, quoi. Donc il fait vraiment très chaud. Sans ikejime, le poisson il aurait été complètement gorgé de sang au-dessus des arêtes. La chair sera molle et cassée. Regarde la clarté de la chair.
Donc tu vois, on a une garantie de conservation qui est extrême. On a encore de la nague dedans. Ouais. Et aucune odeur. Tiens, sens-le, tu n'es pas obligé de goûter, mais sens-le, il n'y a aucune odeur. Incroyable, cette fraîcheur. C'est incroyable et c'est vrai que l'objectif vraiment de Littoral, c'est très important parce qu'on est une des rares émissions régionales qui maintiennent justement la part de documentaire ou de sujets au sein d'une émission de 26 minutes. Donc l'objectif, c'est autour de ces sujets-là, qui mettent en avant des profils exceptionnels comme celui de Daniel, qui au final, c'est très difficile aussi de maintenir, de commercialiser ces techniques-là parce que c'est encore des niches, quoi. Tout le monde ne pêche pas de façon équigimée parce que c'est du temps, c'est aussi du respect. Et dans notre société, souvent, quand il y a beaucoup de respect, c'est assez difficile de pouvoir percer. Donc l'objectif de Littoral, c'est à travers des sujets qui sont réalisés en amont, nous, avec l'équipe éditoriale, parce qu'on est une équipe, il n'y a pas que moi qui suis sur Littoral, il y a toute une équipe, on est 8 dessus, c'est réussir justement à tisser des profils qui vont mettre en avant le sujet qui est au cœur de l'émission. Merci beaucoup Marine, et puis on vous retrouve donc ce dimanche à 12h55 sur France 3 Bretagne pour Littoral, le magazine des gens de mer. Vous restez avec nous. On va maintenant partir en balade avec Pierrick, puisque vous nous emmenez cette fois-ci sur le GR34 qui fête ses 50 ans ce mois-ci, direction Pénétin. Et oui, le GR34, il a 50 ans, c'est le sentier littoral qui fait tout le tour de la Bretagne. Il reste toujours dans le littoral, vous voyez. Voilà, et il y a 15 jours, le 7 septembre, je vous ai proposé une balade dans la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, aujourd'hui, on va à l'autre extrémité du sentier breton. On va aller sur l'entrée de la presqu'île de Guérande, là où, côté sud de l'estuaire de la Vilaine, il y a 3 communes qui font partie du département du Morbihan. Il y a Camoël, Ferrel, et puis donc la dernière, c'est Pénétin, avec sa façade sur l'estuaire d'abord, et puis sa façade aussi sur l'océan. Alors ce circuit représente finalement les 2 facettes de la commune et il permet surtout de retrouver son histoire. Oui, c'est un circuit qui est facile. Bon, faut consacrer une journée parce qu'il fait 15-16 km, il faut prendre son temps. Une journée, vous êtes sûr ? Oui. Quand on marche le nez en l'air. Ok, d'accord. Ah oui. Donc, en plus, il n'est pas difficile, sentier côtier, il n'y a pas de grosses difficultés. On va partir de Tréhiguier, on va longer l'estuaire, on va aller sur le bord de l'océan, revenir par le bourg de Pénétin et terminer par l'estuaire. Et donc, on passe par le démarrage Tréhiguier, qui était en fait le port historique de Pénétin, qui est déjà à 5 km à l'intérieur de l'estuaire, et qui a toujours été un site très animé. C'était un port de pêche, un port de commerce. C'est le premier lieu où on pouvait traverser la Vilaine. Il y avait le bac du Moustoir, qui s'est arrêté en 1934. Et puis, il y a cette maison phare, assez étonnant, dans un style très exotique, avec sa grande tour carrée blanche, qui a été construite en 1881, qui a fonctionné pendant 108 ans, et ensuite, en 1995, elle a été reconvertie en maison de la mytiliculture, parce que Pénétin, comme le Vivier-sur-Mer, on en parlait il y a 15 jours, s'est reconverti donc dans l'élevage des moules. Et puis on parlait aussi d'histoire, effectivement, parce que Tréhiguier, c'est le rappel d'un fait d'armes, alors assez peu glorieux pour la marine française, malheureusement. C'est la bataille des Cardinaux. Voilà, la débandade totale de 21 navires de Louis XV, dont 11 se sont réfugiés à Tréhiguier et qui, même là, ont été encore poursuivis par la Royal Navy, qui lui envoyait des brûlots, des chaloupes enflammées, ce qui fait que les derniers bateaux ont fini par remonter très loin dans la Vilaine jusqu'à Vieille-Roche, près d'Arzal, qu'on connaît mieux aujourd'hui. Et voilà. Et Tréhiguier, alors ça a été beaucoup plus en fait que le simple port de Pénétin, parce que c'était le lieu principal d'habitation de la paroisse. Pénétin, c'était juste une petite trève d'Assérac qui était gérée par un abbé de Saint-Gildas-des-Bois, et c'était des terres agricoles du marquisat d'Assérac. D'accord, alors la deuxième partie de cette balade, cette fois-ci, se déroule le long de l'océan. Et oui, et là on voit un changement très, très perceptible entre les 2 parties de la balade. D'abord entre la quiétude de l'estuaire, et puis ensuite les vagues, les flots de l'océan, les vents du large. Et après la pointe, on a un très beau panorama. D'ailleurs, de là, on pourrait quasiment voir Sylvie sur les remparts de Sussigno. Il y a l'île du Mai aussi, qui est au large. Et puis très très loin, quand il fait beau, on voit très bien Édic, Watt et même les contours de Belle-Île. Et il y a cette grande plage, la plage de la Mine d'Or.
Alors ça fait Il y a un trésor. effectivement référence à une mine d'or, à une exploitation en fait de l'or qui a duré 25 ans parce qu'en fait le filon était franchement pas rentable et pas conséquent. Il s'agissait de laver les sables pour essayer de trouver quelques malheureuses paillettes. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais le nom est resté, la mine d'or. Par contre, ce qui est plus sûr, c'est qu'il y avait un gisement d'étain à cet endroit. Et on pense que la tradition dit qu'il y avait un commerce de l'étain avec les Phéniciens entre Pénétin et l'Antiquité. Et ce qui est un peu moins sûr, c'est que le nom de Pénétin viendrait de là, c'est pas sûr. Pène serait plutôt breton, donc il y avait autre chose derrière. Par contre, la vraie ruée vers l'or aujourd'hui de Pénétin, c'est le tourisme balnéaire quand même. Et juste, vous parlez d'épave et de la bataille des cardinaux. Et je mets juste une petite parenthèse pour Littoral. On a fait un sujet sur les épaves qui sera diffusé au mois d'octobre. Ah ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'épaves qui dorment sur nos côtes bretonnes. Bon, Marine, la promo, c'est fini. Et Karl, on parle du regard des autres. Alors, respectez-moi, mon cher Karl. Bon, et puis si vous voyez quelqu'un qui traîne un poisson mort sur le GR34, vous nous faites signe, ce sera la faute de Karl Brozek, d'accord ? Allez, je rejoins tout de suite Catherine Bossard pour le petit débriefing à mi-parcours de cette émission. Enfin, mi-parcours, on est un peu plus bas que le mi-parcours. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Je voudrais m'excuser auprès de Karl. Karl, j'ai compris ton message. J'ai bitché sur sa chemise en jean, mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à la base, j'étais venue avec la même, on était habillés pareil. Et comme tu la portes tellement mieux que moi, j'ai choisi ça. C'était ma seule défense, Karl. Et puis moi, si je l'enlève, j'ai rien en dessous. Donc, Ah oui, tu vois, moi j'ai plus. Allez, nous retrouverons dans quelques instants Maître Stéphane Bernard qui évoquera les relations parfois conflictuelles entre propriétaires et locataires. Ce sera notre rubrique juridique. Allez, pour l'instant, on va retrouver Sylvie au domaine de Sucigno. Sylvie à qui on a fait coucou tout à l'heure. Rebonjour Sylvie. Et voilà Laurence, retour en plein air. Ouvrez grand vos poumons et respirez ce bon air de la mer, des marais. On est à côté du château qui est juste là-bas. On est toujours dans ce domaine de Sucigno. J'ai récupéré un invité qui est régisseur de ce domaine, Patrice. C'est vous qui veillez sur chacune des petites parcelles de ce domaine. Oui, Le château est à quoi? 80 mètres à vol d'oiseau à peu près? Oui, environ 80-100 mètres, oui. Et alors là, on est sur un site qui fait une soixantaine d'hectares. Sur cette partie des marais qui fait 60 hectares qui est gérée par le château, une centaine d'hectares au total de marais derrière la plage. Parce que là, si on tend un tout petit peu l'oreille, juste derrière ce petit promontoire, on entend l'océan. Et c'est même celui-ci qui arrive par ce petit cours d'eau qui est là, j'ai bien tout compris. Voilà, ce petit cours d'eau qu'on appelle un rayage. Et en fait, à marée haute, l'eau s'infiltre dans le marais et vient l'alimenter en eau de mer. Et on trouve un marais avec de l'eau salée. Donc en même temps eau douce et en même temps eau salée, c'est un biotope qui ne change pas selon que la marée soit haute ou basse, c'est toujours à peu près la même chose. Non, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre, un mélange un peu de l'eau légèrement salée. Voilà. Alors, veillez sur tout ce domaine, j'imagine que c'est quand même pas mal de boulot. Si vous regardez un petit peu plus près, il y a à peu près tout le panel d'oiseaux sauvages qu'on peut trouver en territoire breton dans les marais. Et je suis même pas marseillaise sur celui-là. Non, c'est ça, on retrouve une centaine d'espèces sur les marais de Sucigno, voilà, avec des cygnes, des aigrettes, des spatules de temps en temps. Là-bas, les deux oiseaux blancs qui sont posés tranquilles, c'est ça? Ce sont des cygnes là, Patrice? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Ils sont tranquilles. Oui. On est à peu près à quelle période au niveau des départs et des arrivées dans ce monde animal et ornithologique? Alors là, on est sur une fin de période d'ère de reproduction où des oiseaux viennent ici pour se reproduire tranquillement l'été. Et on a les oiseaux d'hivernage qui vont arriver dans quelques semaines et quelques-uns qui sont en transit et qui commencent à arriver. Je crois qu'on a un passionné d'ornithologie par là. Bonjour. Bonjour. Oh, dis donc, il est drôlement gros le vôtre. Hein. Ah oui, il faut ça, c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous regardez dans votre objectif? Eh bien, écoutez, les oiseaux, j'essaye de les prendre, surtout quand ils décollent. Ah ouais, là, c'est magnifique. Voilà, là. quand ça atterrit, c'est... Vous êtes amateur de photos ou amateur d'oiseaux? Amateur de photos et d'oiseaux. Ah ben alors là, vous êtes absolument dans votre territoire. Là, hein.
Oui, on est gâtés. On Ouais. a un secteur qui est magnifique. Hein. Et le matin, comme ça, en plus, la lumière, j'imagine, est parfaite. Hein. Oui, aujourd'hui, là, c'est pas mal, oui, parce que souvent, on a trop de contraste, et là, c'est pas le cas. C'est paisible, c'est calme, c'est Ah cool. oui, hein. c'est formidable. Oui, oui. Et c'est absolument ouvert à tout le monde. Là, en ce moment, on a une couleur magnifique. C'est le petit tapis rouge que l'on voit. Il s'agit de quoi, ça? Tout à fait, c'est la salicorne, Salicorne. qui est vert pétant au printemps et qui à l'automne revêt une couleur rouge en fait et qui vient on va dire, nourrir ce beau paysage qu'on trouve ici. Parfait. Premier week-end d'automne. Voilà une première idée de balade qui peut être pas mal du tout. Le domaine de Sussigno, c'est en accès libre et c'est ouvert H24. Mais enfin, de nuit, on y voit quand même beaucoup moins bien. À la semaine prochaine. Hein. Merci Sylvie, à la semaine prochaine. Maître Stéphane Bernard nous a rejoint, il est avocat. On va voir, Maître, avec vous, comment avoir une relation paisible avec son propriétaire quand on est locataire et c'est pas forcément une mince affaire. Dites-nous tout. Alors, est-ce que les litiges sont fréquents d'abord? Alors oui, les litiges sont fréquents parce qu'évidemment, il y a beaucoup de locations, parce qu'on peut quand même partir du principe que la majorité des locations se passent bien, mais le fait est qu'il y a des litiges parce que c'est potentiellement conflictuel. Et puis le fait est aussi que les locataires ne sont pas toujours au courant de leurs droits, ce qui fait qu'il y a des litiges parce qu'on se rend bien compte que quelque chose ne va pas, et puis il y a aussi les litiges qui n'arrivent pas parce que finalement le locataire se fait parfois un petit peu avoir par le propriétaire. Alors, vous êtes là justement pour nous éclairer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de se focaliser sur les locations d'un logement non meublé. Le contrat de bail, alors, il doit être établi par écrit d'abord. Hein. Faut-il être attentif à certaines clauses que voudrait nous imposer, par exemple, le propriétaire? Oui. Alors, le contrat de bail, déjà, il faut savoir qu'il est encadré par la loi. Il y a vraiment une loi qui régit tout ça, qui s'appelle la loi de 1989. Alors, il y a déjà des mentions qui sont obligatoires, notamment le nom du bailleur, hein, c'est tout bête, le nom du propriétaire, ses coordonnées, la surface, le montant du loyer, le début du bail, ce genre de choses, c'est obligatoire. Et puis, il y a effectivement des clauses qui sont interdites. Alors, quelques exemples, hein, c'est mentionné tel quel dans la loi. Par exemple, la clause qui imposerait une compagnie d'assurance au locataire, parce qu'on sait qu'il faut avoir une multirisque habitation. Donc on choisit l'assurance de son choix. La clause qui permettrait au propriétaire de prélever le montant du loyer directement sur le salaire du locataire. C'est tentant, mais c'est interdit. C'est à la source, c'est la mode à la source maintenant. Et puis, dernier exemple, la clause qui interdirait purement et simplement au locataire d'héberger des amis chez lui. Ça aussi, c'est interdit. Et donc, toutes ces clauses, si elles figurent dans le bail, on dit qu'elles sont réputées non écrites, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte. Le bail continue à s'appliquer sans ces clauses. D'accord. Alors, d'une façon générale, hein, le propriétaire est bien sûr tenu de fournir un logement décent et en bon état, bien sûr. Est-ce que c'est important d'établir un état des lieux d'entrée et de sortie? C'est extrêmement important, surtout de faire un état des lieux d'entrée, parce qu'il s'agit de constater l'état du logement. S'il n'est pas fait, on considérera que le locataire il reçoit un logement en bon état. Donc évidemment c'est important de le faire et c'est important d'être attentif aussi à ce qui va être marqué dedans. Et donc si le locataire en entrant dans les lieux constate qu'il y a des éléments qui sont d'ores et déjà dégradés, il faut que ça figure dans l'état des lieux. Il faut qu'il reçoive une copie, d'ailleurs il va le signer, donc bien le relire avant. Et s'il ne reçoit pas la copie tout de suite, il ne faut pas hésiter à le prendre en photo pour avoir vraiment le bon état des lieux qui a été fait. Parce que parfois on l'envoie plus tard et il peut y avoir la tentation de modifier certaines choses. Donc attention à l'état des lieux parce que c'est ce qui va compter lorsqu'on rendra le logement pour vérifier s'il y a des choses qui ont été dégradées ou pas. Sachant que évidemment si des choses sont dégradées, le locataire doit en répondre éventuellement sur le dépôt de garantie qu'il aura versé. Qui devra rendre, hein, du coup, comment s'effectue sa restitution à ce dépôt de garantie? C'est un des principaux litiges, la restitution du dépôt de garantie. Et donc, c'est effectivement l'état des lieux de sortie qui va être comparé à l'état des lieux d'entrée pour vérifier s'il y a des choses qu'on peut reprocher au locataire. Si ce n'est pas le cas, le propriétaire doit restituer le dépôt de garantie dans le mois qui suit, si l'état des lieux de sortie est conforme. Et s'il y a des petites choses à revoir et des dépenses à imputer sur le dépôt de garantie, on parle aussi de caution, mais juridiquement c'est un dépôt de garantie, dans ce cas, il faut restituer le reliquat dans les 2 mois. C'est la loi qui prévoit ces délais, c'est impératif. Et donc si ce n'est pas le cas, le locataire est fondé à éventuellement aller jusqu'à une action en justice pour récupérer ce dépôt de garantie. Malheureusement, parfois il y a des locataires qui hésitent à faire valoir leurs droits
Et il y a des propriétaires indélicats qui ont tendance à oublier de restituer le dépôt de garantie, ce qui évidemment est interdit. Alors on va évoquer également la révision du loyer. Est-ce que c'est possible? On va faire assez vite parce qu'il y a tellement de choses à évoquer. On va vraiment se focaliser sur cette dernière question. Est-ce que le loyer peut être révisé? C'est le problème des juristes, ils parlent trop vite et trop longtemps. Donc oui, le loyer peut être révisé parce que généralement c'est prévu dans le bail, c'est une possibilité pour le propriétaire, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Cette révision se fait en fonction d'un indice qui est publié régulièrement par l'INSEE et qui dépend notamment de l'inflation. Moi, je veux bien réviser un peu. Mais vous savez quoi, je crois que vous reviendrez une autre fois pour nous dire la suite par rapport au rapport locataire et propriétaire, parce que là, on n'a plus de temps, mais en tout cas, vous nous avez déjà éclairé sur des choses essentielles. Merci beaucoup, maître. On va maintenant passer à la rubrique cinéma. Avec vous, Karl, vous avez vu un film qui s'appelle Mademoiselle de Jonquière. Oui, Mademoiselle de Jonquière, film d'Emmanuel Mouret, qui est sorti il y a une petite semaine avec Édouard Baird et Cécile de France. Très belle affiche. On regarde tout de suite la bande-annonce. On regarde tout de suite la bande-annonce. Faisons ça. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre? Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Madame, rendez-moi un service. Lequel? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Quel est l'état de votre cœur? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société? Alors, c'est une réussite, ce Mademoiselle de Jonquière. C'est un film qui a réussi le pari d'être à la fois extrêmement actuel dans son écriture, dans le jeu des acteurs, et en même temps de nous véhiculer, de nous emporter vers le XVIIIe siècle, vers cette façon de parler très particulière. Il y a pas mal d'aspects philosophiques, justement, puisque le héros, incarné par Édouard Baird, le marquis des Arcis, est un libertin qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, à l'épicurisme. Et c'est un film qui parvient à restituer cette ambiance un peu posée du XVIIIe siècle, tout en gardant un jeu très naturaliste des acteurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir des gens de notre époque. Alors, l'intrigue, elle, est assez convenue. C'est lointainement inspiré par un épisode de Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. C'est avant tout un film qui a été écrit à notre époque, donc encore un grand bravo au niveau de l'écriture des dialogues. Et puis c'est un film surtout qui ne cherche pas à aller vers l'esthétique. Il y a des films en costume où on cherche effectivement à faire un peu d'esbrouf au niveau de l'image. Alors je dis tout ça de façon un peu péjorative, mais en même temps c'est souvent réussi. On pense à Tran Anh Young avec Éternité par exemple. Ici c'est très naturaliste dans le traitement des décors. On voit la nature, mais on voit la nature brute telle qu'elle est. On voit les décors, mais tels qu'ils sont. C'est très théâtralisé. On ne joue pas sur la profondeur de champ, on ne cherche pas à faire de l'esthétisme à tout prix, mais il y a un charme incroyable qui se dégage dans le film. Moi, la meilleure critique, la plus jolie critique que j'ai pu entendre sur ce film, c'est quand je suis allé le voir mercredi, il y a une dame qui sortait du cinéma en même temps que moi, on s'est retrouvés en plein soleil dans la rue comme ça, avec les voitures qui passaient, les klaxons, les travaux à côté, et cette dame a dit « Oh, ça fait bizarre de revenir au 21e siècle ». Bah, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pendant 2 heures, on est emporté vers cette espèce d'apaisement naturaliste du 18e siècle et ce côté théâtralisé qui fait vraiment beaucoup de bien. C'est une vraie bouffée d'air frais. Allez voir ce film, c'est une bouffée d'air. Bon, vous irez le voir les uns les autres? Belle promo.
Jacques, Pour ce l'image, côté notamment. naturaliste, justement, Non, je mais pense que l'image, ça... notamment, oui, Ouais. bien sûr. Oui, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'esthétisme. Et ce que je dis à Marine tout à l'heure, je trouve que les plans sont à chaque fois des tableaux. Oui, c'est un tableau, mais ça n'en fait pas trop. Il y a un côté très naturaliste, donc ça passe très bien, quoi. Oui, tout à fait. Bon, eh ben, on va recevoir notre marquise de Bossard qui nous rejoint de ce pas. Ma chère Catherine, nous vous attendons. Ah. Alors, bonjour la marquise. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Je voulais vous dire que, ouais, non, il y a des gens pour qui c'est pas facile. Moi, je viens témoigner parce que, notamment, on a parlé du bitching, du bichage. Et je viens témoigner en tant qu'experte sur ce sujet. Voilà, il y a des gens cool dans la vie, et puis il y a moi, voilà, par exemple. Alors, j'ai appris que j'étais cynique aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi, je me baladais pendant quelques temps avec une bonite. Vous parliez de bonite. Une bonite super câline, super affectueuse, super sympathique. Et puis je la promenais en laisse. Bon bah voilà, j'ai appris que ça se faisait pas quand les gens ont commencé à se moquer de moi également. Après le problème ça a été l'odeur, rapidement aussi. J'ai eu des problèmes avec mon propriétaire aussi, parce que j'avais pas encore compris le katsubo. L'IJ, le mawashikari. Je ferai ça la prochaine fois, parce que les bonites sont des animaux très affectueux. Et voilà, c'est assez plaisant. Mais forcément, les gens te voient faire ça et comprennent pas, bah, on l'a vu. Hein. Mais où il y a Diogène, il n'y a pas de plaisir. Merci, Dorian. Il y a des gens cool dans la vie. Regardez Marine, elle boit du bouillon de poisson, puis elle est cool. Je suis sûre qu'elle a 16,5 de moyenne G et tout. C'est dégueulasse, il y a des gens comme ça. J'arrive, fait des photos comme ça, hop, et c'est super cool, ça rend super cool. Les gens se moquent même pas de vous, alors que moi je prends des photos dans la rue, et puis les gens se moquent de moi. Mais bon, l'enfer c'est les autres, j'ai décidé de faire le GR34. Comme la conseillère Pierrick, pour être au-delà de toute nuisance humaine et de toute nuisance. Et les mouettes se sont moquées de moi, Laurence. Les mouettes se sont foutues de ma gueule. Le plus grand seum depuis la bataille des cardinaux. Elles me regardaient avec leurs yeux de bitch. Et elles se moquaient de moi, Laurence. Mais bon, ça va, à part ça, ça va. Ça va bien, vous inquiétez pas. Sylvie va aller vivre sa vie de château. Ah non. Et nous, on vous garde avec nous. Allez, on va faire le sort. Ne crachez pas dessus. Évitez les gestes brusques parce que je suis pas habituée à l'affection des humains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je dis bravo, que de talent. Oh, vous forcez pas. Non, on se force pas. Merci à tous ces talents que nous avons eu, tous ces talents que nous avons eu ce matin sur ce plateau. Merci Jacques, merci Marine, merci à vous Stéphane, merci Karl. Donc on rappelle, hein, Jacques, je vais y arriver avec tous les prénoms, que vous serez en dédicace au Serre du Tabor ce week-end, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. Il faut en profiter parce que la serre est ouverte encore ce week-end dans le cadre des 150 ans du Tabor. Et donc voilà, jusqu'à dimanche soir, elles sont ouvertes. Après, elles seront plus accessibles au public. Ça, c'est du teaser. Super. Merci. Merci à toi, Merci Laurence. Marine. Merci. Rendez-vous donc dimanche à 12h55 pour la nouvelle formule de Littoral. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. On vous souhaite un très bon week-end. Lundi, nous resterons dans l'univers de la voile avec la navigatrice bretonne Isabelle Joschke qui prendra bientôt le départ de sa première route du Rhum. Allez, on vous embrasse. On vous souhaite un bon week-end. Kenavo.